Cela aurait dû être le moment le plus glorieux de ma carrière. J'avais passé des semaines à préparer ce projet. Des nuits blanches, des dîners de famille manqués et d'innombrables révisions. J'avais tellement sacrifié que ma sœur, Lucie, avait cessé de m'inviter au dimanche couscous sur sa terrasse à Marrakech, une tradition que je ne manquais jamais auparavant. Ce mardi matin-là, je suis entrée dans la salle de réunion avec un mélange de nervosité et d'espoir, serrant ma tablette contre ma poitrine comme un bouclier. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, tandis que mes collègues prenaient place autour de la table en chaîne. J'ai pris une profonde inspiration, connecté mon appareil au projecteur et me suis préparée à présenter la stratégie qui pourrait redéfinir la façon dont notre département opérait chez Vision Créative, l'une des agences les plus prestigieuses de Paris. « Bonjour à tous », ai-je commencé d'une voix qui tentait de ne pas trahir ma nervosité. Comme vous le savez, au cours du dernier mois, j'ai développé un plan pour revitaliser notre relation avec les clients du secteur technologique. J'avais à peine fini d'expliquer la deuxième diapositive que Rachel, ma chef, m'a interrompue. Ce ne fut pas un geste subtil ou une question polie, ce fut comme un coup de hache. « C'est n'importe quoi », a-t-elle dit froidement, sa voix résonnant sur les murs de cette salle où l'oxygène semblait soudainement manquer. « Tu as vraiment passé des semaines là-dessus ? On dirait le travail d'une stagiaire le premier jour. Je suis restée paralysée, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de pause dans mon corps, pendant que le reste du monde continuait de bouger. J'ai cherché sur les visages de mes collègues un signe de solidarité, ne serait-ce que de gêne. Au lieu de cela, j'ai vu des regards rivés au sol, des personnes se recroquevillant sur leur siège comme si elles voulaient disparaître. Marc, qui avait toujours une blague pour alléger la tension, a étudié avec un intérêt soudain les coutures de ses chaussures. Karine, avec qui j'avais partagé tant de cafés et de confidences, afin de réviser des documents. Le silence qui a suivi était dense, presque palpable. Rachel s'est levée de sa chaise avec des mouvements calculés, ses talons aiguilles marquant un rythme intimidant sur le parquet. Elle s'est approchée de moi avec la détermination d'un prédateur. Je pouvais sentir son parfum cher, un mélange de jasmin et de supériorité. « Donne-moi ça », a-t-elle ordonné, m'arrachant la tablette des mains. Ses doigts, avec les ongles parfaitement peints d'un rouge intense, ont parcouru l'écran avec mépris. On ne va pas perdre plus de temps avec ça. En quelques mouvements rapides, elle a supprimé toute la présentation. Des mois de travail, d'analyse de marché, de propositions créatives, tout a disparu en quelques secondes. Ce n'était pas seulement effacer des fichiers. J'ai eu l'impression qu'une partie de moi-même était partie avec eux. « Tu devrais avoir honte de ça. Recommence à zéro », a-t-elle craché les mots, me tournant le dos et retournant à sa place comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas juste piétiné ma dignité devant toute l'équipe. Le reste de la réunion s'est déroulé dans un brouillard. J'entendais des voix lointaines, je voyais les présentations des autres collègues, mais c'était comme si j'observais tout derrière une vitre embuée. Mon esprit était un tourbillon de pensées. Qu'avais-je fait de mal ? Mon travail était-il vraiment si terrible ? Ou était-ce Rachel, qui me sabotait depuis des mois, cherchant n'importe quelle excuse pour m'humilier ? Je me suis souvenu des innombrables corrections arbitraires, des commentaires mordants dans les couloirs, des réunions auxquelles elle oubliait de m'inviter. Ce n'était pas la première fois, mais cela n'avait jamais été aussi public, aussi cruel. Quand la torture a finalement pris fin, j'ai ramassé mes affaires en silence. Personne ne m'a adressé la parole. Personne n'a osé me regarder directement. La solidarité dans cette entreprise était devenue une denrée rare, et la peur d'être le prochain sur la liste de Rachel était plus forte que n'importe quelle camaraderie. Je suis sortie de la salle le dos droit et la tête haute, utilisant chaque gramme de dignité qu'il me restait pour ne pas m'effondrer là, sur le champ. Les couloirs du bureau ne m'avaient jamais semblé aussi longs. Chaque pas était un effort monumental, comme si je marchais sur un champ de mines. Je voulais juste arriver aux toilettes, m'enfermer dans une cabine et me permettre, enfin, de respirer. J'ai à peine remarqué que mon téléphone vibrait dans la poche de ma jupe. 1, 2 fois. À tout autre moment, j'aurais répondu immédiatement, toujours en alerte, toujours disponible. C'est ainsi que je m'étais programmé ces années de travail acharné. Mais à cet instant, rien ne semblait importer. Le monde pouvait attendre pendant que j'essayais de recoller les morceaux de ma fierté professionnelle. Je suis arrivée aux toilettes et me suis regardée dans le miroir.
Le reflet m'a renvoyé l'image d'une femme de 34 ans aux yeux brillants de larmes contenues, mais toujours avec cette étincelle de détermination que même Rachel n'avait pas réussi à éteindre complètement. C'était la même femme qui avait quitté son petit village des Cévennes il y a 10 ans, avec une valise pleine de rêves et un diplôme universitaire encore frais. La même qui avait surmonté 3 crises économiques, 2 relations ratées et un diagnostic d'anxiété, se relevant toujours plus forte. « Ne la laisse pas te voir pleurer », me suis-je dit dans un murmure. « Ne lui donne pas ce pouvoir. » Mon téléphone a de nouveau vibré, me rappelant que le monde continuait de tourner dehors, indifférent à ma petite apocalypse personnelle. Le téléphone a de nouveau vibré avec insistance. Avec des mains tremblantes, je l'ai sorti de ma poche et j'ai regardé l'écran sans vraiment le voir. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, avec un préfixe de Lyon. À tout autre moment, je l'aurais ignoré. Un autre commercial essayant de me vendre quelque chose dont je n'avais pas besoin. Mais à cet instant, l'interruption était presque bienvenue. N'importe quoi pour me distraire du nœud qui me serrait la gorge. J'ai répondu sans réfléchir, ma voix toujours cassée. « Allô ? Mademoiselle Leclerc ? Je suis Sophie Dubois, du groupe Horizon. J'espère que je n'interromps rien d'important. » Je me suis appuyée contre le mur carrelé des toilettes, essayant de retrouver une respiration normale. Groupe Horizon. Le nom a résonné dans mon esprit comme un écho lointain. Il y a 3 semaines, j'avais envoyé mon CV presque par impulsion, après avoir vu une annonce sur LinkedIn. Une de ces choses que l'on fait tard le soir, quand l'insatisfaction professionnelle vous tient éveillé et vous permet de rêver à des alternatives. Non, pas du tout, ai-je menti, passant une main dans mes cheveux. C'est un bon moment. Parfait, a poursuivi Sophie d'un ton professionnel mais chaleureux. Je voulais faire suite à notre entretien de la semaine dernière. L'équipe a été extrêmement impressionnée par votre portfolio et votre vision pour le département créatif. L'entretien. Je l'avais presque oublié entre le chaos de ces derniers jours, les exigences de Rachel et les heures supplémentaires pour essayer de sauver ma présentation, celle-là même qui était maintenant effacée pour toujours. C'était un appel vidéo de 40 minutes pendant ma pause déjeuner, caché dans ma voiture au parking souterrain pour que personne ne me voie. Un entretien que j'avais traité plus comme un exercice théorique que comme une réelle possibilité. « Je suis heureuse de l'entendre », ai-je répondu, essayant de paraître professionnelle malgré les circonstances. « Non seulement nous sommes heureux, mademoiselle Leclerc, nous sommes prêts à vous offrir un poste de directrice de création avec une rémunération annuelle de 85 000 €, plus des bonus sur objectif et un ensemble d'avantages comprenant une assurance maladie privée et 3 semaines de congés payés. » Mon cœur a fait un bond. Le chiffre a résonné dans ma tête comme une sonnerie assourdissante. Presque le double de ce que je gagnais actuellement. Un poste de direction, quelque chose qui chez Vision Créative semblait un rêve inaccessible tant que Rachel était aux commandes. Il y a aussi un bonus de bienvenue de 5 000 €, a ajouté Sophie, interprétant mon silence comme une stratégie de négociation. Et une flexibilité pour télétravailler 2 jours par semaine. Je me suis laissé glisser lentement jusqu'à m'asseoir sur le sol des toilettes, le dos contre le mur froid. Mes genoux ont flanché, non pas à cause de l'humiliation que je venais de subir dans cette salle de réunion, mais à cause du poids d'une porte qui s'ouvrait là où je ne voyais auparavant que des murs. Nous sommes convaincus que votre approche créative et votre expérience dans le secteur technologique sont exactement ce dont nous avons besoin pour le nouveau département que nous sommes en train de former, a poursuivi Sophie. De plus, votre proposition sur le marketing expérientiel pour les clients du secteur bancaire nous a semblé révolutionnaire. Un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. La proposition que Sophie mentionnait était similaire à celle que Rachel venait de détruire quelques minutes auparavant. La différence était que chez Groupe Horizon, quelqu'un avait vu de la valeur dans mes idées, alors qu'ici, Mademoiselle Leclerc, vous êtes toujours là ? Vous souhaitez prendre quelques jours pour y réfléchir ? J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Dans mon esprit, des images des 2 dernières années ont défilé. Les nuits à travailler jusqu'à l'aube, les critiques constantes, les projets qu'on me retirait pour les donner à d'autres, les courriels envoyés à 3 heures du matin qui attendaient une réponse immédiate. J'ai pensé à mon appartement dans le Marais, où je passais à peine du temps, à mon chat, Néron, que je ne voyais presque que lorsque je lui remplissais sa gamelle, avant de me précipiter au bureau, aux week-ends annulés, aux vacances reportées, aux appels de ma mère qui restaient sans réponse, parce que j'étais en réunion importante. Que sacrifiais-je ? Et pourquoi faire ?
pour que quelqu'un comme Rachel puisse continuer à me piétiner pendant que je souriais et remerciais pour l'opportunité. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir, ai-je répondu avec une clarté qui m'a surprise moi-même. J'accepte l'offre. Yay, il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne, comme si Sophie était surprise par ma rapidité. Puis sa voix est devenue enthousiaste. Excellent. Nous sommes ravis de vous avoir dans l'équipe, mademoiselle Leclerc. Je vous enverrai tous les détails par email dans les prochaines heures pour que vous puissiez consulter le contrat. Quand pensez-vous pouvoir vous joindre à nous? Mon esprit a fait des calculs rapides. J'avais un préavis d'1 mois selon mon contrat. Mais étant donné les circonstances, dans 1 mois, je serai disponible, ai-je dit finalement. J'ai besoin de boucler certains projets et de faire la transition correctement. Une partie de moi voulait dire « demain », mais il restait encore un peu de professionnalisme dans mon corps malmené. Parfait. Nous attendons votre arrivée avec enthousiasme. Paris va vous plaire, si vous décidez de déménager. Bien que, comme je vous l'ai dit, il y ait l'option de travailler partiellement à distance. Paris, un nouveau départ dans la ville lumière, loin de l'intensité frénétique de la capitale, loin de Rachel et de son règne de terreur. L'idée a commencé à se former dans mon esprit comme une oasis dans le désert. Merci Sophie. Vraiment. À vous, mademoiselle Leclerc. À bientôt. J'ai raccroché et j'ai regardé le téléphone dans ma main comme si c'était un objet étrange. Quelque chose qui n'appartenait pas à cet univers. Les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler, mais ce n'était plus de l'humiliation ou de la rage. C'était du soulagement, de la libération, de la gratitude envers cette version de moi-même qui, 3 semaines plus tôt, dans un élan de courage nocturne, avait envoyé ce CV sans vraiment croire que quelque chose changerait. Je me suis levée, je me suis lavé le visage, et je me suis regardée de nouveau dans le miroir. Mes yeux brillaient, mais maintenant avec détermination. L'univers avait un sens de l'humour particulier, m'offrant une issue juste au moment où j'en avais le plus besoin. Un cadeau emballé dans le papier du désastre. J'ai arrangé mon maquillage du mieux que j'ai pu, lissé ma jupe, et pris une profonde inspiration. J'avais encore une réunion à laquelle retourner. J'avais encore à affronter Rachel et le reste de l'équipe. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Je n'étais plus la même femme qui avait fui cette salle quelques minutes auparavant. Maintenant, j'avais un secret, un as dans ma manche, et cela me donnait un pouvoir que Rachel ne pouvait même pas imaginer. Je suis retournée dans la salle de réunion avec un calme que je ne comprenais pas moi-même. Le couloir qui, quelques minutes auparavant, m'avait semblé interminable, était maintenant simplement un chemin, une formalité vers l'inévitable. Mes talons résonnaient sur le sol avec un rythme différent, plus décidé, plus le mien. En entrant, la réunion se poursuivait comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas assisté à une exécution publique. Rachel gesticulait devant le tableau blanc, expliquant quelque chose sur les objectifs trimestriels, agissant comme si mon humiliation n'avait été qu'une parenthèse dans son emploi du temps chargé, aussi insignifiante que j'avais moi-même été pour elle pendant 2 ans. Les chiffres du dernier trimestre sont inacceptables, disait-elle de ce ton autoritaire qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Nous avons besoin de stratégies innovantes, pas des mêmes idées recyclées qui nous ont menés à ce point. L'ironie ne m'a pas échappé. Mes idées, celles qu'elle venait d'éliminer d'un geste méprisant, étaient précisément ce qu'elle réclamait maintenant. Je me suis glissée silencieusement jusqu'à mon siège vide, à côté de Julien, qui m'a jeté un regard rapide, moitié curiosité, moitié pitié, avant de reporter son attention sur le devant. J'ai pris mon carnet et j'ai fait semblant de prendre des notes tout en observant la dynamique de la salle. Mes collègues, ces personnes avec qui j'avais partagé des repas, des heures supplémentaires et des confidences, semblaient maintenant des acteurs dans une pièce absurde, tous jouant le rôle de l'employé modèle, attentifs, hochant la tête aux moments appropriés, riant quand Rachel faisait un commentaire soi-disant spirituel. Autrefois, j'aurais fait de même. J'aurais baissé la tête et accepté l'humiliation comme le prix à payer pour maintenir ma position. Je serais rentrée à la maison ce soir-là pour refaire la présentation de zéro, sacrifiant plus d'heures de sommeil, plus de morceaux de ma dignité. Mais l'appel de Sophie avait tout changé. Il m'avait rappelé quelque chose de fondamental que j'avais oublié au milieu de cet environnement toxique. Je valais, mes idées valaient, mon temps valait, et il y avait des gens prêts à le reconnaître. Rachel s'est arrêtée pour prendre une gorgée d'eau. À cet instant de silence, j'ai trouvé mon opportunité. J'ai quelque chose à communiquer à l'équipe,
ai-je dit, ma voix plus ferme que prévu. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai vu de la surprise sur certains visages, de l'inconfort sur d'autres. Rachel a froncé les sourcils, clairement agacée par l'interruption. « Nous sommes au milieu d'une présentation importante, Hélène », a-t-elle dit d'un ton condescendant, comme quelqu'un qui parle à un enfant qui ne comprend pas les règles sociales. « Si tu as une annonce, elle peut attendre la fin. » J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sincèrement face à Rachel. « Je crains que ça ne puisse pas attendre », ai-je répondu avec une tranquillité qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. Je viens d'accepter une offre du groupe Horizon, directrice de création. 85 000 € par an, plus les bonus. Le silence qui a suivi a été absolu, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de sourdine de la réalité. J'ai pu voir comment chaque mot a eu un impact sur les visages autour de moi. Julien a étouffé une exclamation. Karine a laissé tomber son stylo. Marc, pour la première fois de la journée, m'a regardé directement dans les yeux, avec un mélange d'admiration et d'envie. Mais ce fut la réaction de Rachel, qui restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Son visage, normalement contrôlé jusqu'au dernier muscle, s'est décomposé comme un château de cartes au milieu d'un ouragan. J'ai vu défiler dans ses yeux un carrousel d'émotions. Incrédulité, choc, panique et, finalement, quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle. La peur. Le verre d'eau a tremblé dans sa main, renversant quelques gouttes sur son impeccable chemisier blanc. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-elle balbutié, comme si les mots s'étaient coincés dans sa gorge. J'ai dit que j'avais accepté une offre du groupe Horizon, ai-je répété, savourant chaque syllabe. En tant que directrice de création, avec un salaire de 85 000 € par an, je commence le mois prochain. Ce sera la dernière réunion à laquelle j'assisterai chez Vision Créative. Rachel a posé le verre sur la table, avec un bruit sec. Son esprit semblait travailler à toute vitesse, calculant les implications. Groupe Horizon n'était pas seulement une agence de plus, c'était le concurrent émergent qui arrachait des clients à Vision Créative depuis des mois. Le même concurrent dont Rachel avait dit à plusieurs reprises « Ce ne sont que des amateurs chanceux. Ils ne représentent pas une menace réelle. Tu ne peux pas partir comme ça », a-t-elle dit finalement, essayant de reprendre le contrôle. « Tu as des contrats de confidentialité, des projets en cours, des responsabilités. Je respecterai mon mois de préavis, comme stipulé dans mon contrat, » ai-je répondu avec le même calme. Je ferai une transition ordonnée de tous mes projets. Et, bien sûr, je respecterai la confidentialité à laquelle je suis légalement tenue. J'ai marqué une pause et j'ai regardé directement Rachel. Bien que, techniquement, je n'ai plus de projet en cours, n'est-ce pas? Tu viens de supprimer mon travail le plus important. Un murmure a parcouru la salle. Quelqu'un, je crois que c'était Nathalie, la nouvelle du département des comptes, a étouffé un rire nerveux qu'elle a essayé de dissimuler par une toux. Rachel a essayé de se reprendre. Son masque d'autorité et de dédain est revenu à sa place. Mais maintenant, je pouvais voir les fissures. « Bien », a-t-elle dit avec une froideur calculée. « Si c'est ta décision, nous la respectons. Nous parlerons après des détails de ton départ. » Elle s'est tournée vers le reste de l'équipe. « Continuons la réunion. Comme je disais avant cette interruption, nous avons besoin d'idées fraîches pour le prochain trimestre. » Mais le mal était fait. La dynamique de la salle avait changé irrémédiablement. Plus personne ne prêtait attention à ses paroles. Tous les yeux se tournaient l'un vers moi quand ils croyaient que personne ne les observait. Certains avec curiosité, d'autres avec un nouveau respect, certains même avec envie. Je suis restée assise, prenant des notes que je ne lirais jamais, avec une sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La vérité est que je n'étais plus vraiment là. Mon esprit voyageait à Paris, à mon nouveau bureau, au groupe Horizon, à une vie où mes idées seraient valorisées et non rejetées d'un geste méprisant. Lorsque la réunion s'est terminée, j'ai ramassé mes affaires calmement. Je n'étais pas pressée. Pour la première fois depuis longtemps, le temps était de mon côté. Je me suis approchée du projecteur et je l'ai éteint d'un geste délibéré, presque cérémoniel. C'était un petit acte symbolique, mais pour moi, il représentait la fin d'une ère. En sortant de la salle, j'ai senti plusieurs paires d'yeux me suivre. Certains collègues se sont approchés pour me féliciter dans des murmures précipités, comme des conspirateurs dans un régime autoritaire. Julien m'a tapé sur l'épaule et a murmuré « Tu es mon héroïne ». Karine m'a promis de m'appeler plus tard pour connaître tous les détails. Rachel était restée au fond de la salle, feignant de réviser des documents,
Mais je pouvais sentir son regard planté dans mon dos comme un poignard. Cela ne m'importait plus. Elle n'avait plus de pouvoir sur moi. J'ai marché dans le couloir vers mon bureau la tête haute. Le même couloir par lequel j'avais fui, anéanti, moins d'1 heure auparavant. Maintenant, je le parcourais comme une guerrière victorieuse, avec les cicatrices de la bataille comme des médailles d'honneur. Dans mon esprit, une seule phrase résonnait comme un mantra. Je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. Cet après-midi-là, je suis partie tôt du bureau. Personne n'a osé le remettre en question. Pas même Rachel. J'ai ramassé quelques affaires personnelles de mon bureau. La photo avec ma sœur à Marseille, la petite plante d'aloe vera qui avait miraculeusement survécu à mes négligences, un livre de marketing numérique que je n'avais jamais eu le temps de lire. Le reste pouvait attendre. Le métro était bondé, comme toujours à cette heure, mais pour la première fois depuis longtemps, cela ne m'importait pas. Je me suis laissé porter par le rythme de la ville, observant des visages anonymes, chacun avec sa propre histoire de triomphe et de défaite quotidien. Combien d'entre eux seraient aussi piégés dans des emplois toxiques, rêvant de s'échapper? Combien auraient fait le pas que je venais de faire? Quand je suis enfin arrivée à mon appartement, Néron m'a accueillie avec son indifférence féline habituelle, jusqu'à ce qu'il remarque que j'étais rentrée plus tôt que d'habitude. Il m'a regardée avec ses yeux ambrés, comme s'il me demandait si j'étais malade ou si le monde était devenu fou. « Les choses vont changer, petit », lui ai-je dit en lui grattant derrière les oreilles. « Pour le mieux, j'espère. » Je me suis servi un verre de vin, un Bordeaux que j'avais gardé pour une occasion spéciale, et je suis sortie sur la petite terrasse de mon appartement. Le soleil de l'après-midi baignait les toits de Paris d'une lumière dorée, presque magique. Les sons de la rue montaient jusqu'à mon 4e étage. Conversations, rires, le klaxon occasionnel d'un chauffeur de taxi impatient. La vie suivait son cours, imperturbable face à mes petites révolutions personnelles. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai fermé les yeux. Comme dans un film mal monté, les souvenirs des 2 dernières années ont commencé à défiler dans mon esprit. Je me suis souvenu de mon premier jour chez Vision Créative. L'enthousiasme, les attentes, l'espoir de faire partie d'une agence prestigieuse après des années dans de plus petites entreprises. Rachel m'avait accueilli avec un sourire que je savais maintenant calculer. « Nous avons de grands projets pour toi », avait-elle dit. Et je l'avais cru, ébloui par son professionnalisme apparent et son impeccable palmarès de succès. Les premières fissures sont apparues à peine 3 mois plus tard. Une campagne pour une marque de chaussures de sport. Ma première grande opportunité. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, inspirée par le défi. La veille de la présentation, Rachel m'a demandé les fichiers pour les réviser. Le lendemain, c'est elle qui a présenté le projet au client, comme si c'était le sien. Quand je lui ai posé la question, elle a simplement répondu « Tu n'es pas encore prête pour ce niveau de responsabilité. Apprends d'abord. » Et j'ai accepté. Je me suis convaincue que cela faisait partie du processus, que je devais faire mes preuves. Puis vint le projet de la compagnie aérienne, 6 mois plus tard. 3 propositions différentes, chacune rejetée par Rachel avec des critiques de plus en plus dures. Manque de créativité? Trop conventionnel? Tu penses vraiment que ça impressionnerait quelqu'un? À la 4e proposition, je suis restée toute la nuit au bureau, peaufinant chaque détail jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Quand j'ai enfin terminé, à 3 heures du matin, j'ai imprimé une copie et l'ai laissée sur son bureau avec une note manuscrite expliquant mes idées. Je l'ai trouvée le lendemain matin dans la poubelle, en morceaux, sans même avoir été lue. Encore une fois, j'ai ravalé ma fierté. Encore une fois, je me suis dit que ce n'était qu'une épreuve, que je devais prouver ma valeur, ma résistance, que c'était ainsi que fonctionnait le monde de l'entreprise. Les souvenirs continuaient d'arriver, chacun plus amer que le précédent. La réunion où Rachel s'est approprié ma stratégie de médias sociaux qui avait augmenté l'interaction client de 45%. La fois où elle m'a délibérément exclu d'une présentation clé, bien que le concept créatif soit le mien. Les appels à des heures indues, les critiques publiques, les courriels passifs-agressifs, et puis, il y avait les moments plus intimes, ceux que personne au bureau n'avait vus, les fois où j'avais pleuré aux toilettes, enfermée dans une cabine, mordant une serviette en papier pour que personne n'entende mes sanglots, les crises d'angoisse dans l'ascenseur, respirant dans un sac en papier tout en répétant mentalement « Ce n'est qu'un travail, ce n'est qu'un travail ». Les nuits où je me réveillais en sursaut, pensant que j'avais oublié d'envoyer un document important. Je me suis souvenue de la fois où ma mère était tombée malade
et où j'avais demandé 2 jours pour aller la soigner dans le sud. Rachel me les avait accordés à contre-cœur, non sans me rappeler que le projet de la banque ne peut pas attendre. J'ai passé ces 2 jours partagés entre l'hôpital et mon ordinateur portable, rédigeant des rapports pendant que ma mère dormait, me connectant à des appels vidéo depuis la cafétéria de l'hôpital. Quand je suis rentrée à Paris, la première chose que Rachel a faite a été de critiquer la qualité de mon travail pendant cette absence. J'ai pris une autre gorgée de vin, plus longue cette fois. Le goût boisé m'a ramenée au présent. Je me suis surprise à découvrir que mes joues étaient humides. Je ne savais pas quand j'avais commencé à pleurer. Le plus douloureux de ces souvenirs n'était pas le comportement de Rachel. C'était de réaliser à quel point j'avais permis, à quel point j'avais normalisé, comment j'avais peu à peu sombré, me transformant en une ombre de la professionnelle passionnée et créative que j'avais été autrefois. Comment j'en étais venue à croire que je méritais ce traitement, que je n'étais pas assez bonne, que je devais faire plus d'efforts, toujours plus. Ils pensaient que j'étais silencieuse, parce que je manquais de confiance. La vérité est que j'attendais le bon moment. Et il était enfin arrivé. Mon téléphone a vibré avec un message. C'était un email de Sophie, avec le contrat joint et les détails de mon intégration au groupe Horizon. Je l'ai lu attentivement, sentant comment chaque clause, chaque paragraphe, représentait un pas de plus vers ma libération. À la fin du message, Sophie avait ajouté une note personnelle. « Nous sommes ravis de votre arrivée. Votre vision fraîche est exactement ce dont nous avons besoin pour cette nouvelle étape. Avez-vous déjà pensé à l'endroit où vous aimeriez vivre à Paris ?» Je suis restée à regarder cette question pendant un long moment. Paris, la ville lumière, avec ses rues pleines d'histoire et d'art, son rythme différent de la frénésie parisienne. Une toile vierge, une nouvelle opportunité. Néron a sauté sur mes genoux, réclamant de l'attention. Je l'ai caressé distraitement, tout en observant le coucher de soleil sur Paris, cette ville qui avait été mon foyer et ma prison ces dernières années. « On part pour Paris », ai-je dit au chat, qui m'a regardé avec une indifférence absolue. Pour recommencer. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais respirer pleinement, que le nœud que j'avais eu dans la poitrine pendant si longtemps commençait enfin à se desserrer. Les derniers rayons de soleil peignaient le ciel d'orange et de rose. Un nouveau jour se terminerait bientôt, et avec lui, une étape de ma vie. Demain serait le premier jour du reste de mon histoire, et cette fois, j'aurai le contrôle du récit. Le premier jour au groupe Horizon a été comme plongé dans un univers parallèle. Le bâtiment, situé dans le quartier de la Défense, était une ancienne usine textile reconvertie en bureau moderne. Haut plafond, avec des poutres en bois apparentes, d'énormes fenêtres qui inondaient l'espace de lumière naturelle, et des murs de briques apparentes qui conservaient l'essence industrielle du lieu tout en abritant de l'art contemporain. « Bienvenue dans votre nouveau foyer professionnel », m'a salué Sophie, me guidant à travers l'effervescence créative de l'agence. Contrairement à l'atmosphère tendue et silencieuse de Vision Créative, ici les gens parlèrent de manière animée, riaient, débattaient d'idées devant des tableaux remplis de croquis et de diagrammes colorés. L'énergie était palpable, contagieuse. « Et voici votre bureau », a-t-elle annoncé, ouvrant une porte en verre dépoli. Je suis restée sans voix. Ce n'était pas un cubicule ni un espace partagé comme celui que j'avais à Paris. C'était un vrai bureau, avec des fenêtres donnant sur la tour Eiffel au loin. Au-dessus de la porte, une plaque métallique indiquait « Hélène Leclerc, directrice de création ». « Ça vous plaît ?» a demandé Sophie, interprétant mon silence comme de l'indécision. « C'est parfait », ai-je réussi à articuler, luttant contre le nœud dans ma gorge. « Génial. L'équipe est impatiente de vous rencontrer. Nous avons une réunion générale dans une demi-heure. En attendant, installez-vous. » Elle m'a laissée seule pour que je m'approprie mon nouveau territoire. J'ai passé mes doigts sur le bureau en bois clair, observé la chaise ergonomique, les étagères vides attendant d'être remplies de mes livres et références, le mur de liège prêt pour mes idées. Cet espace parlait d'attente, de confiance, de possibilités, et aussi de responsabilité. Pour la première fois de ma carrière, j'aurais une équipe sous ma responsabilité, des personnes qui dépendraient de mes décisions, de ma vision. La pensée était aussi excitante qu'effrayante. La réunion générale fut révélatrice. Jean-Luc Bernard, le fondateur et PDG, un Parisien d'une 50aine d'années à l'énergie juvénile et aux yeux vifs, m'a présenté à l'équipe de 40 personnes avec un enthousiasme sincère. « Hélène apporte une nouvelle perspective dont nous avons besoin.
a-t-il expliqué. Son approche innovante de l'expérience utilisateur et sa capacité à traduire des données complexes en récits émotionnels sont exactement ce que nous recherchions pour cette nouvelle étape. Puis il m'a donné la parole. Chez Vision Créative, on ne m'aurait jamais permis de parler devant toute l'agence le premier jour. Ici, il s'attendait à ce que je le fasse. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis lancée, partageant brièvement ma vision de l'évolution du marketing expérientiel et comment je comptais l'appliquer aux clients de l'agence. À ma surprise, quand j'ai eu terminé, la salle a éclaté en applaudissements. Plusieurs membres de l'équipe se sont approchés après avec des questions, des commentaires, leurs propres idées qui résonnaient avec mon approche. Ce n'étaient pas des applaudissements vides, ni une flatterie feinte. C'était un intérêt réel, professionnel, constructif. Les premières semaines ont été intenses. J'avais beaucoup à apprendre sur les clients, les processus internes, les dynamiques de l'équipe. Mais contrairement à mes débuts chez Vision Créative, ici je pouvais compter sur un soutien. Sophie, en tant que directrice des opérations, s'est assurée de me faciliter toutes les informations nécessaires. Jean-Luc tenait des réunions hebdomadaires avec moi pour voir comment je m'adaptais. Mon équipe directe, 5 professionnels talentueux et diversifiés, a montré une disposition collaborative qui me semblait presque étrangère après des années dans un environnement toxique. Le premier grand défi est arrivé à peine 3 semaines après mon arrivée. Une grande banque, client historique de Vision Créative, était insatisfaite de sa dernière campagne et cherchait des alternatives. Groupe Horizon avait obtenu un rendez-vous pour présenter des idées préliminaires. « C'est votre chance de briller », m'a dit Jean-Luc. « Vous connaissez le client, vous connaissez la concurrence. Que pouvons-nous leur offrir qui soit vraiment différentiel ? Je me suis plongée dans le projet avec une intensité renouvelée. Mais cette fois, c'était différent. Je ne travaillais pas par peur de la critique destructive ou du vol d'idées. Je travaillais par liberté créative, par confiance que ma vision serait valorisée. J'ai élaboré une proposition basée sur l'humanisation de la banque numérique, utilisant des histoires réelles d'utilisateurs pour se connecter émotionnellement avec un public de plus en plus sceptique envers les institutions financières. Mon équipe a apporté des perspectives complémentaires. Lucie, experte en UX, a suggéré comment intégrer ces récits dans l'expérience de l'application. Marc, notre analyste de données, a proposé des moyens de personnaliser les messages en fonction du comportement financier. Paul, le concepteur visuel, a créé un langage graphique qui équilibrait professionnalisme et proximité humaine. Le jour de la présentation, je suis entrée dans la salle de réunion de la banque avec une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était la certitude de quelqu'un qui a fait son travail avec passion et rigueur et qui est soutenu par une équipe qui croit au projet commun. La réponse a été immédiate. Le directeur marketing de la banque, un homme habituellement sérieux et réservé, m'avait-on prévenu, a souri ouvertement quand nous avons terminé. « C'est exactement ce que nous recherchions », a-t-il déclaré. Quelque chose qui ne ressemble pas à une autre campagne bancaire, quelque chose qui connecte vraiment. 2 jours plus tard, nous avons signé le contrat. La banque ne nous confiait pas seulement sa prochaine campagne, mais étendait la portée à une stratégie de communication intégrale pour les 2 prochaines années. Un coup de maître pour Groupe Horizon. Et pour moi, une validation qui allait bien au-delà du professionnel. Ce soir-là, l'équipe a insisté pour fêter ça. Nous avons fini dans un petit bar à tapas dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, avec du vin, des rires et des conversations qui oscillaient naturellement entre le professionnel et le personnel. À un moment donné, Lucie a proposé un toast. « Pour Hélène », a-t-elle dit en levant sa coupe, qui nous montre qu'on peut diriger par la collaboration et non par la peur. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le vin. C'était le sentiment d'appartenance, de reconnaissance authentique, d'avoir trouvé ma place. Les mois suivants ont confirmé ce sentiment. Nous avons lancé la campagne de la banque avec un succès qui a dépassé toutes les attentes, attirant l'attention d'autres clients potentiels. Mon équipe est passée à 10 personnes, chacune apportant des talents uniques que je m'efforçais de développer et de connecter. Mon style de leadership s'est naturellement défini comme l'opposé de ce que j'avais connu avec Rachel. Là où elle imposait, je consultais. Là où elle accaparait le mérite, je le distribuais. Là où elle critiquait, je construisais. Non pas par une stratégie calculée, mais parce que je pouvais désormais être la professionnelle en laquelle j'avais toujours cru, libérée des chaînes de la peur et de l'insécurité.
Ma vie personnelle a également connu une transformation. J'ai emménagé dans un appartement lumineux à Montmartre, un quartier plein de vie et de caractère. Néron s'est étonnamment bien adapté au changement, trouvant sa place préférée sur le balcon, d'où il pouvait observer l'agitation de la place. J'ai retrouvé de vieilles passions abandonnées, les dimanches peinture, les cours de poterie, les balades sur les quais. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés. J'ai reconstruit ma relation avec ma sœur Lucie et ma mère. J'ai même commencé à sortir avec Marc, un architecte que j'ai rencontré lors d'une exposition d'art urbain. Une relation tranquille, respectueuse, équilibrée, si différente de mes expériences précédentes, marquée par le manque de temps et d'énergie émotionnelle. Un après-midi, alors que je révisais les résultats de notre dernière campagne, Jean-Luc est entré dans mon bureau avec un sourire énigmatique. « Saviez-vous que Vision Créative perd des clients à un rythme alarmant ?» a-t-il commenté nonchalamment. Je ne le savais pas et je ne m'étais pas soucié de le savoir. J'avais été trop occupée à construire quelque chose de nouveau pour regarder en arrière. J'ai entendu dire que Rachel Dupont était sur la sellette, a-t-il poursuivi. Il semble que son style de gestion finisse par lui coûter cher. Je m'attendais à ressentir de la satisfaction, peut-être même une certaine joie malicieuse. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une sereine indifférence. Le destin de Rachel, de Vision Créative, ne faisait plus partie de mon histoire. C'étaient des chapitres clos d'un livre que je ne lisais plus. Je leur souhaite le meilleur, ai-je dit sincèrement. Nous méritons tous de trouver notre chemin. Jean-Luc a souri, comme si ma réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà de moi. Au fait, a-t-il ajouté avant de partir, le conseil d'administration est ravi des résultats de votre département. Il y aura un bonus substantiel sur votre prochaine fiche de paie. Quand il est parti, je suis restée à regarder par la fenêtre la tour Eiffel, ce monument éternel à la vision et à la persévérance. En quelques mois seulement, j'étais passée d'une professionnelle sur le point de craquer à une leader sûre d'elle et respectée. Non pas parce que j'avais fondamentalement changé qui j'étais, mais parce que j'étais enfin dans un environnement qui me permettait d'être ma meilleure version. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je ne survivais pas. Je m'épanouissais. C'était un matin d'octobre lorsque le courrier est arrivé. L'été avait fait ses adieux à Paris, laissant derrière lui des ciels dégagés et une brise qui annonçait déjà le changement de saison. De mon bureau, je pouvais voir les feuilles des platanes du boulevard commencer à prendre des teintes dorées. Je n'étais au groupe Horizon que depuis 6 mois, mais cela me semblait une éternité. Mon équipe était passée à 15 personnes, toutes des professionnels passionnés qui, chaque jour, me surprenaient par leur talent et leur engagement. Nous avions acquis 5 nouveaux clients importants, et 2 de nos campagnes avaient été finalistes aux prix nationaux de la publicité. Le magazine Marketing Pro m'avait incluse dans sa liste annuelle des 50 professionnels qui transforment l'industrie. La vie, professionnelle et personnelle, coulait avec une harmonie qui m'aurait semblé inatteignable auparavant. J'étais en train de réviser le plan stratégique pour le prochain trimestre lorsqu'une notification a interrompu ma concentration. Un nouveau courriel. Je l'aurais ignoré jusqu'à ce que je termine ma tâche, comme je le faisais maintenant que j'avais appris à établir des limites saines. Mais quelque chose a attiré mon attention. L'expéditeur, Rachel Dupont. Mon cœur a fait un bond, un réflexe conditionné qui m'a surprise. Je croyais avoir dépassé cette étape, avoir pansé ses blessures. Et pourtant, il était là, ce petit tremblement dans les mains, cette tension soudaine dans les épaules. C'était comme si une partie de moi gardait encore la mémoire cellulaire de ces années d'anxiété constante, de marcher toujours sur des œufs. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir le message. C'était bref, froid, direct. Tellement Rachel. Chère Hélène, je me permets de vous contacter pour une affaire professionnelle. Vision Créative rencontre quelques difficultés avec sa stratégie pour le 4e trimestre, notamment dans le secteur financier. Compte tenu de votre connaissance préalable de nos clients et de votre succès évident dans votre nouveau poste, je me demandais si vous seriez disponible pour une brève session de conseil. Bien sûr, il s'agirait d'une collaboration rémunérée selon vos honoraires actuels. Je vous remercie par avance de votre considération. Cordialement, Rachel Dupont, directrice exécutive Vision Créative. Je suis restée à regarder l'écran, relisant le message plusieurs fois pour m'assurer que j'avais bien compris. Il n'y avait ni excuse, ni reconnaissance de ce qui s'était passé, ni même un ton particulièrement aimable. Juste une demande d'aide professionnelle, froide et transactionnelle.
Et pourtant, dans le contexte de notre histoire, c'était une reddition absolue. La Rachel que je connaissais n'aurait jamais admis avoir besoin d'aide, encore moins la mienne. La Rachel qui m'avait humiliée publiquement, qui avait effacé mon travail d'un geste méprisant, qui avait tenté de briser mon esprit tant de fois, m'écrivait maintenant pour me demander conseil. Mon premier réflexe fut d'ignorer le courriel, de le classer dans un dossier oublié et de poursuivre ma journée. Mon second réflexe, plus viscéral, fut de répondre par un refus catégorique, peut-être avec une allusion mordante à notre dernière rencontre. C'était l'occasion parfaite pour la vengeance que je n'avais jamais activement recherchée, mais qu'une partie de moi, cette partie blessée qui portait encore des cicatrices, désirait secrètement. Je me suis levée et me suis approchée de la fenêtre, observant l'effervescence de la ville. Sur la place devant l'immeuble, un groupe de touristes écoutait attentivement son guide, qui montrait l'architecture haussmannienne. Un peu plus loin, 2 personnes âgées jouaient aux échecs, indifférents au rythme effréné autour d'eux. La vie dans ses infinies variations, chaque personne portant ses propres histoires, ses triomphes et ses défaites. Qu'était-il advenu de Vision Créative ces derniers mois? Les rumeurs qui me parvenaient parfois faisaient état de clients insatisfaits, de talents qui migraient vers d'autres agences, d'une crise de leadership. Rachel était-elle enfin confrontée aux conséquences de son style toxique? Ce courriel était-il un acte de désespoir? Je me suis surprise à ressentir une pointe d'empathie. Non pas pour la Rachel qui m'avait maltraitée, mais pour la professionnelle qui voyait maintenant son monde s'effondrer, probablement sans comprendre tout à fait pourquoi. Sans savoir que les connexions humaines, le respect mutuel et la collaboration authentique sont le véritable moteur de toute entreprise réussie. Je suis retournée à mon bureau et j'ai regardé de nouveau le courriel. Non, je ne devais rien à Rachel. Ni mon temps, ni mes connaissances, ni même une réponse. Le contrat qui nous avait unis professionnellement était terminé. Les dettes émotionnelles, soldées. Les ponts, brûlés par sa propre main. Et pourtant, j'ai décidé de répondre. Non pas pour elle, mais pour moi. Pour la professionnelle que j'étais devenue, pour la leader que j'aspirais à être, pour la personne qui avait décidé de ne pas laisser l'amertume dicter ses décisions. J'ai commencé à taper lentement. Rachel, merci pour votre message. Je suis au regret de vous informer que mon emploi du temps actuel ne me permet pas d'accepter des missions de conseil externe. Groupe Horizon connaît une période de croissance qui requiert toute mon attention et mon dévouement. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la résolution des défis auxquels vous êtes confrontés. Cordialement. J'ai ajouté ma signature automatique. Hélène Leclerc, directrice de création, Groupe Horizon Paris. J'ai relu le message une fois de plus. C'était poli, professionnel, direct, sans rancune évidente, mais aussi sans concession inutile. Il reflétait exactement où j'en étais maintenant, dans un endroit où je n'avais plus rien à prouver, où je ne cherchais ni l'approbation ni la destruction de ceux qui m'avaient blessé. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai fermé le courriel, retournant à mon plan stratégique avec une étrange sensation de légèreté. Comme si cet simple acte avait définitivement clos un chapitre qui, sans que je m'en rende compte, était encore légèrement ouvert. Mon téléphone a sonné. C'était Jean-Luc, me rappelant notre réunion avec l'équipe créative dans 10 minutes. J'ai enregistré les modifications de mon document. J'ai pris mon carnet et je me suis dirigée vers la salle de réunion, où 8 esprits brillants m'attendaient, pour débattre d'idées, se défier mutuellement et construire quelque chose de nouveau. En marchant dans le couloir, j'ai pensé à tout ce qui avait changé en si peu de temps. Non seulement ma situation professionnelle ou mon environnement, mais moi-même. L'Hélène qui était entrée pour la première fois chez Vision Créative, pleine d'illusions mais aussi d'insécurité, prête à tout supporter pour une opportunité, n'existait plus. L'Hélène qui en était sortie, blessée mais déterminée, non plus. La femme qui dirigeait maintenant des réunions avec une confiance tranquille, qui mentorait de nouveaux talents, qui osait défendre ses idées et reconnaître ses erreurs, qui avait trouvé un équilibre entre sa passion professionnelle et son bien-être personnel, c'était la véritable Hélène, celle qui avait toujours été là, attendant l'opportunité d'émerger. Je me suis arrêtée un instant avant d'entrer dans la salle de réunion, observant mon équipe à travers la vitre. Ils discutaient vivement, riant parfois, montrant des croquis et des diagrammes sur le mur numérique.
Paul gesticulait avec enthousiasme tandis que Lucie hochait la tête pensivement. Marc écrivait frénétiquement sur sa tablette, calculant probablement les coûts ou les projections. Les nouveaux membres écoutaient attentivement, déjà intégrés à cette dynamique de respect et de collaboration que j'avais eu tant de mal à construire. C'était mon équipe, ma tribu professionnelle. L'espace sûr où les idées pouvaient circuler sans crainte du ridicule ou du vol, où le succès de l'un était célébré comme le succès de tous. Je suis entrée en souriant, prête à me plonger dans une autre séance de créativité collective. Le courriel de Rachel n'était déjà plus qu'un souvenir diffus, de plus en plus lointain, de moins en moins pertinent. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de la voir tomber. J'avais déjà gagné, il y a longtemps, au moment exact où j'avais décidé de me valoriser suffisamment pour partir. La vraie victoire n'avait jamais été de l'humilier elle. Elle avait été de me choisir moi-même. Et finalement, enfin, je l'avais fait.